Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à soutenir l'émission sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Aujourd'hui, nous recevons Scott Ritter, ancien officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis, inspecteur des armes pour les Nations Unies, auteur et analyste en géopolitique. Scott, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Merci de m'avoir invité. Je voulais commencer par une question d'ensemble sur la politique étrangère des États-Unis. Si vous le pouvez, dites-nous, quelle est votre évaluation de la politique étrangère américaine dans son ensemble à l'heure actuelle? C'est une grande question. That's a big question. There's been some interesting. Il y a eu des développements et des discussions intéressants en matière de déclarations publiques. Bien sûr, nous avons vu la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, publiée en novembre, qui représentait un écart significatif par rapport aux pratiques passées, davantage axé sur une forteresse Amérique, le renforcement de la posture américaine dans l'hémisphère occidental, une moindre importance accordée à l'Europe, une redéfinition de l'engagement avec la Chine et le Pacifique, et encore une fois une sorte de désengagement de notre implication au Moyen-Orient, en Asie occidentale et même en Asie du Sud. Mais nous voyons ensuite Marco Rubio faire récemment certaines déclarations à l'occasion de sa visite en Europe qui laissent entendre que les États-Unis ne se désengagent pas du Sud global. It's not that the United States is disengaging with the global South. We're recommitting to a posture. Nous nous réengageons dans une posture qui semble être de nature plus néocoloniale, tu sais, plutôt que d'être respectueuse de la réalité souveraine du Sud global, des nations qui émergent de l'ombre de la guerre froide pour s'affirmer plus efficacement, de manière plus souveraine. En réalité, nous cherchons à redéfinir notre relation avec l'Europe d'une manière qui nous permette d'exploiter le passé colonial de l'Europe afin de projeter ou de reprojeter notre influence. Je dirais donc qu'il s'agit d'une politique étrangère en transition, mais qui n'évolue pas dans le bon sens. C'est essentiellement reprendre le concept d'hégémonie américaine. Et vous savez, restructurer la manière dont nous imposons notre volonté au monde. Fini la méthodologie de l'ordre international fondée sur des règles. Et maintenant, nous avons, je pense, une forme de puissance américaine plus directe, plus frontale. On parle de rendre l'Amérique grande à nouveau. Vous savez, je pense que les gens qui ont adhéré à cette idée se sont dit, eh bien, c'est acceptable, car cela signifie simplement que l'Amérique se replie sur elle-même. Non, rendre l'Amérique grande à nouveau semble en réalité être une projection extérieure de la domination américaine. Et je pense que c'est la direction que prend la politique étrangère des États-Unis. Et selon vous, quelle est la raison de ce passage d'une stratégie, disons, faute de meilleurs termes, plus subtile, hégémonique et impériale, qui s'est développée après la Seconde Guerre mondiale, à ce que vous avez décrit comme une forme de domination plus brutale? S'agit-il d'une crise interne aux États-Unis, notamment de la hausse du coût de la vie pour les jeunes, le loyer, etc., ou bien de défis extérieurs comme la Chine, la Russie et l'émergence d'autres puissances qui remettent désormais en cause l'Empire américain? Je minimise le facteur intérieur comme moteur de la politique étrangère pour la raison suivante. La génération du millénaire, qui devrait être dominante politiquement aux États-Unis, compte tenu de la démographie, est passive. Elle est désengagée, surtout en matière de politique étrangère, et elle est facilement influencée par des incitations économiques ou des distractions. Donc je pense que, d'un point de vue intérieur, c'est une question gérable et non celle qui dirige le navire. Ce qui se passe réellement, c'est le besoin des États-Unis de regarder. Encore une fois, il faut être brutalement honnête ici. Nous n'existons pas comme une puissance égale. J'espère que le monde le comprend.
Nous existons comme une puissance dominante. I hope the world understands that. We exist as a dominant power. The way we operate with the world is La manière dont nous opérons dans le monde consiste, afin de maintenir l'égalité, notre niveau de vie chez nous, à accéder aux ressources mondiales à des prix qui nous sont avantageux et non avantageux pour vous. Nous avons fait cela à travers ce qu'on appelle l'ordre international fondé sur des règles, la domination du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d'autres structures économiques qui ont défini la façon dont le globe coexistait. Mais aujourd'hui, nous voyons le monde évoluer vers quelque chose de nouveau, et les États-Unis doivent donc redéfinir la manière dont ils affirmeront leur domination. Comme je l'ai dit, l'ordre international fondé sur des règles n'est plus un mécanisme efficace pour cela. Nous voyons apparaître des résistances. Par exemple, l'un des piliers de l'ordre international fondé sur des règles est le G7. Les États-Unis ont tenté de tirer parti du succès perçu du G7 en créant le G20, qui devait intégrer le Sud global sous un parapluie dominé par le G7. Au lieu de cela, nous avons assisté à l'essor des BRICS, un forum économique alternatif, une réalité économique alternative, qui non seulement réduit l'efficacité du G20, mais met aussi en lumière la fragilité du G7. Les États-Unis ne peuvent pas être pris en otage par ces cadres hérités. Nous nous en détachons, redéfinissons notre position et avançons seuls. Fini le simulacre selon lequel nous aurions besoin de quiconque. Nous n'avons besoin de personne. Nous n'en avons jamais eu besoin. Nous avons toujours utilisé ce prétexte pour créer des alliances de convenance, mais il s'agissait en réalité d'alliances d'exploitation. Aujourd'hui, du moins, je veux dire, la seule chose qu'on peut dire de la politique étrangère américaine en ce moment, c'est qu'elle est probablement la plus honnête que les États-Unis aient jamais menée. Parce qu'il n'y a ici aucune prétention. Nous le disons franchement, nous sommes le plus gros chien du quartier, et si vous voulez nous défier, nous allons vous mordre, vous mâcher et vous recracher. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Maintenant, savoir si ce chien peut réellement passer à l'action. Vous savez, ce chien pourrait avoir de l'arthrite, quelques dents branlantes et une mauvaise vue parce que c'est un vieux chien. Mais le fait est que nous redéfinissons notre société, notre position dans un monde en mutation. Et nous n'allons pas le faire d'une manière qui permette aux autres d'être nos égaux. Nous n'accepterons pas l'égalité. Je veux dire, nous ne tolérerons que la domination américaine. C'est tout. Et cette doctrine qui consiste à ne pas accepter les autres comme des égaux, ou même à imaginer un recul de l'Empire américain, cela n'arrive pas. Est-ce à cause des positions idéologiques des personnes au pouvoir, ou penses-tu que c'est plutôt institutionnel? Autrement dit, le complexe militaro-industriel, la CIA, les structures du renseignement, et ainsi de suite. Est-ce à cause de cela que l'Empire ne recule pas, ou est-ce davantage lié à ceux qui détiennent le pouvoir et à leur position idéologique? Je pense que c'est plus systémique que cela. Je pense qu'il est faux de ne blâmer que ceux qui détiennent le pouvoir, ou même de blâmer l'establishment. Bien sûr, tout cela est vrai, ils ne vont pas céder le pouvoir. Le peuple américain est responsable, en fin de compte. Le peuple américain est responsable. Nous exigeons cette politique. Nous ne voulons pas être les égaux de qui que ce soit. Nous avons été, nous sommes élevés à croire que nous sommes une race à part, que nous sommes un peuple d'exception. Il y a des gens, et j'aime me compter parmi eux, qui comprennent la folie d'une telle projection. Mais la réalité, c'est que dans la rue moyenne d'une ville ou d'un village américain, le peuple américain, on ne peut pas se présenter à une élection nationale aujourd'hui et la gagner si l'on parle de l'Amérique comme étant l'égale de quiconque dans le monde. Politiquement, c'est votre mort assurée. Nous sommes Américains. Nous sommes les meilleurs. Eh bien non,
Nous sommes les plus brillants, non plus. Nous sommes les plus forts, pas vraiment. Nous sommes les plus intelligents, pas davantage. Mais nous croyons que nous le sommes. Et ce n'est pas seulement que nous le croyons, nous croyons que c'est notre destin né. Que tel est le rôle légitime de l'Amérique et des Américains aujourd'hui. Et encore une fois, c'est là que je blâme les millennials, car leur passivité à s'engager sur cette question a permis aux générations qui devraient lâcher prise, relâcher leur emprise sur le pouvoir, de la conserver. Je veux dire, nous parlons d'état d'esprit hérité, d'état d'esprit de baby boomers. Et vous savez, c'est normal. Il est très difficile d'apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Mais le problème, c'est que tant que le jeune chien n'est pas prêt à sauter dans l'arène et à prendre la relève, les vieux chiens vont se écheguer et continuer à exécuter leur tour. Et en ce moment, les baby boomers, ma génération, et la génération X qui est venue après moi, nous ne renonçons pas à notre emprise sur le pouvoir. Et les milléniaux ne réclament pas leur libération. Ainsi, notre politique continuera dans un monde en mutation où tout être humain rationnel reconnaîtrait la nécessité absolue pour les États-Unis d'apprendre à coexister pacifiquement avec le reste du monde en tant que partenaire égal au sein de la communauté mondiale. C'est la vision rationnelle. Les baby-boomers refusent de céder et nous continuons d'exiger que nous affirmions notre hégémonie, notre autorité, notre domination dans le monde d'aujourd'hui. C'est un problème systémique aux États-Unis. Ce n'est pas seulement le problème d'une faction politique ou d'une élite profondément enracinée. C'est un problème systémique aux États-Unis. C'est un problème de base. Avec cette vision d'ensemble en tête, je voulais vous poser quelques questions précises sur la politique étrangère des États-Unis et je voulais commencer par le Venezuela. Nous avons consacré quelques émissions, peut-être 5 ou 6, au Venezuela depuis que le régime américain a tenté d'enlever Nicolás Maduro, le président du Venezuela. Pourriez-vous nous donner une idée de ce qui s'est passé lors de cette opération? Nous n'avons pas vraiment discuté en détail de ce qui s'est réellement déroulé au Venezuela pendant cette opération. Eh bien, vous savez, je pense que ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a été distrait par l'intervention de la Delta Force qui a enlevé Maduro. C'était ça le côté spectaculaire. Je veux dire, ensuite, on ajoute l'arme sonique. Les gens se sont laissés distraire par ça. Les radars ne fonctionnaient pas. Les gens se sont aussi laissés distraire par ça. Et ce à quoi ils ne prêtent pas attention, c'est au fait que la CIA a acheté le Venezuela. Et la vraie question, c'est comment cela s'est-il produit? Comment les États-Unis se sont-ils insinués dans la société vénézuélienne au point de neutraliser pratiquement le soutien populaire à Maduro et de détourner les élites établies, militaires et civiles, au point que nous considérons aujourd'hui l'ancienne vice-présidente de Maduro, actuelle présidente du Venezuela, comme un résultat acceptable parce qu'elle travaille pour nous. Nous la possédons, nous l'avons achetée, nous avons acheté tout le monde. C'est ce qui s'est passé au Venezuela. C'est la manifestation d'un schéma de comportement qui dure depuis des décennies de la part des États-Unis et qui se répète à l'échelle mondiale. Et cela devrait servir d'avertissement à des nations comme l'Iran et la Russie, pour être honnête. Chaque fois qu'un pays s'engage dans une interaction économique significative avec les États-Unis, il s'expose à l'exploitation. Car les États-Unis utilisent une guerre hybride liée à l'imagerie culturelle, la vision hollywoodienne de ce que le monde devrait être, de ce qu'il pourrait être, si seulement vous étiez comme l'Amérique, si seulement vous croyez en l'Amérique. Et les gens adhèrent à ce rêve. L'un des grands facilitateurs de cela, c'est Internet, le rôle qu'il joue dans la corruption des esprits de la jeune génération.
Revenons à l'époque de, peut-être qu'il s'agit d'un nom qui ne vous est pas familier, mais il devrait l'être, Jared Cohen. Jared Cohen était un homme qui, au début des années 2000, a écrit un livre sur ses voyages au Moyen-Orient, où il a observé chez les jeunes un désir de ressembler à l'Amérique, que nous étions les mêmes. Et par conséquent, c'était le devoir et la responsabilité des États-Unis de créer une connectivité grâce à Internet afin que la jeunesse puisse collaborer. Mais ce n'était en réalité rien de plus qu'une expression de la puissance douce. Jared Cohen a écrit, puis est devenu membre du département d'État, travaillant d'abord avec l'administration Bush, puis avec l'administration Clinton, pour mettre en œuvre ce qu'ils appelaient la démocratie numérique. Injecter, infecter les nations avec la vision de l'Amérique. Et nous avons fait cela en Syrie, nous avons fait cela en Égypte, nous avons fait cela en Iran. Nous le faisons partout. Vous savez, en Syrie, où chaque pierre a été retournée à cause du conflit, pourquoi Internet fonctionne-t-il si bien? Parce qu'il doit bien fonctionner pour que nous puissions infecter les esprits du peuple syrien. Et en Iran, aujourd'hui, c'est la même chose. Vous savez, plus de 100 000 terminaux Starlink ont été envoyés en Iran. Le gouvernement iranien n'en a saisi que quelques milliers. Ceux qui restent sont encore connectés à une population qui est activement exposée à des techniques de guerre hybride douces visant à saper le régime iranien, à l'infecter de l'intérieur, à le rendre vulnérable à l'exploitation et à la manipulation. C'est ce qui s'est passé au Venezuela. Les élites ont été infectées et les États-Unis ont pris le contrôle. Le modèle vénézuélien est celui que l'administration Trump prévoit d'utiliser encore et encore. Je veux dire encore une fois, regardez l'arrogance de la situation. En Iran, Scott Ritter, le secrétaire au Trésor, admet qu'il a déclenché la crise monétaire qui a conduit aux manifestations, que tout cela avait été planifié et réalisé en coordination avec d'autres actions. Et ensuite, nous voyons les troubles se développer à partir de directives envoyées en Iran via la connectivité Internet. Puis cela se propage. Voilà le pouvoir dont disposent les États-Unis. C'est un pouvoir qui va bien au-delà du simple fait de stationner des porte-avions au large des côtes de certains pays et de les menacer de bombardements. C'est le pouvoir de détruire des nations de l'intérieur en corrompant l'esprit de leur jeunesse. Je voudrais avoir votre commentaire sur le fait que la CIA achèterait les élites vénézuéliennes. Certains analystes affirment que Delcy Rodríguez, l'actuelle présidente par intérim, et Diosdado Cabello, le chef de la sécurité nationale au Venezuela, sont des personnes attachées à l'idéologie et au gouvernement chaviste, maduriste. Mais d'autres disent qu'ils ont été achetés ou contraints. Quelle est votre analyse à ce sujet? Pourquoi les États-Unis ouvrent-ils une ambassade à Caracas? Beaucoup affirment que cela pousse le Venezuela à accepter un compromis, plutôt que d'acheter Rodríguez et d'autres. C'est une façon de se rassurer. En réalité, vous permettez aux États-Unis d'installer un bastion de contrôle. Les gens savent ce qu'est une ambassade américaine. Vous devriez savoir ce qu'est une ambassade américaine. Très bien, elle n'est pas là pour vous aider. Elle n'est pas là pour être votre ami. Une ambassade américaine est un mécanisme de contrôle à partir duquel les États-Unis exercent leur pouvoir, leur influence et leur autorité. Un contrôle direct. Une ambassade américaine permet la CIA de scorvar av exposer de business officiel les signes de pays. Il n'y a qu'une seule façon d'interpréter le fait que le gouvernement vénézuélien autorise les États-Unis à rouvrir leur ambassade. Cela signifie qu'il s'est rendu aux États-Unis.
Maintenant, la CIA est assez intelligente pour comprendre qu'il faut dissimuler certaines choses, jouer à certains jeux et ainsi de suite. Vous savez, surtout au début de cette phase, il ne faut pas révéler les choses trop vite. Mais non, je n'accepte pas cette idée selon laquelle je sais à quoi ressemble la résistance et je sais à quoi ressemble la capitulation. Et ce que je vois au Venezuela, ce n'est pas de la résistance, c'est de la capitulation. Je voulais parler de l'Iran, étant donné que nous assistons à une nouvelle série de négociations, d'abord à Mascate, puis à Genève. En parallèle, il y a un renforcement considérable des moyens militaires américains, y compris le déploiement d'avions dans la région. L'Iran, bien sûr, exhibe ses missiles et ses drones dans les eaux de l'océan Indien. Ces négociations sont-elles sincères, menées de bonne foi, ou s'agit-il simplement d'un autre bluff comme celui de l'an dernier, préparant le moment opportun pour attaquer ou organiser un nouveau coup d'État en Iran? Je pense que les performances passées sont toujours un indicateur des résultats futurs. Les États-Unis, tout d'abord, ne s'intéressent pas à un règlement négocié avec l'Iran. Les États-Unis ne s'intéressent qu'à une seule chose, le changement de régime. La rhétorique du président Trump l'a d'ailleurs confirmé. Demandez-vous pourquoi Jared Kushner, qui faisait partie de l'équipe de négociation ayant rencontré les Iraniens à Genève, a également rencontré la diaspora iranienne aux États-Unis pour commencer à préparer le prochain gouvernement iranien. Si nous étions réellement intéressés par une issue diplomatique authentique, travaillerions-nous activement à trouver un gouvernement de remplacement pendant que nous négocions? Cela montre bien qu'il s'agit d'une manœuvre. Les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils n'accepteraient aucun enrichissement iranien. Et pourtant, la position iranienne est qu'ils doivent être autorisés à procéder à l'enrichissement, comme le permet l'article 4 du traité sur la non-prolifération nucléaire. Alors sur quoi y a-t-il à négocier? Vous savez, les Iraniens sont tombés dans un piège où ils ont élaboré une structure convenue qui leur donne de l'espoir. Ils sont positifs à ce sujet. Maintenant, ils vont rentrer pendant 2 semaines et entamer des discussions sur la prochaine étape. Pendant ces 2 semaines, les États-Unis renforceront leur puissance militaire. Mais tant que la diplomatie reste ouverte, voyez-vous, la période de vulnérabilité pour l'Amérique, c'est maintenant. Si l'Iran exerçait son droit à la légitime défense en vertu de l'article 51, une légitime défense préventive, cela est permis par le droit international lorsqu'une menace imminente se manifeste. Il est alors autorisé de la prévenir selon la doctrine Caroline, reconnue en droit international. Il est clairement indiqué ceci. Si l'Iran devait exercer une autodéfense préventive et frapper les États-Unis maintenant, alors qu'il déploie des forces dans la région, cela mettrait fin à toute possibilité d'une frappe de décapitation américaine. Mais à présent, l'Iran est piégé dans une négociation. Il parle d'un accord qui ne se concrétisera jamais. Et pendant qu'ils discutent, les États-Unis finalisent leur déploiement. Je suppose qu'à la veille du prochain cycle de négociations, les États-Unis appuieront sur la gâchette et lanceront une vaste campagne visant l'Iran, dont l'objectif sera un changement de régime. C'est ce que Donald Trump dit être son objectif. Qu'Al Khamenei doit partir. Doit partir. Je veux dire, combien de fois Donald Trump doit-il le dire avant que les gens ne croient que c'est bien la politique des États-Unis? Et je voulais vous demander, quelle est votre évaluation d'un scénario réaliste si une guerre devait éclater entre les États-Unis et l'Iran? Eh bien, il y a aux États-Unis certaines personnes qui pensent que l'Iran hésitera au moment de prendre une décision, que s'il y a une attaque, plutôt que de tout réduire immédiatement en cendres,
puisque c'est le seul moyen de dissuasion défensive dont dispose l'Iran, il se retiendra. Vous dites que s'il y a une guerre, tout sera détruit, il ne restera rien. Nous pensons que l'Iran hésitera à appuyer sur la gâchette, ce qui nous donne une fenêtre d'opportunité pour intervenir avec une application massive de la force afin de neutraliser autant que possible leur capacité de lancement de missiles balistiques et de faire en sorte que toute riposte iranienne soit, disons, atténuée et gérable. Et ensuite, associer cela à un regain de troubles à l'intérieur de l'Iran, de sorte que l'Iran se retrouve à mener une véritable guerre sur deux fronts. Leurs villes seront en flammes. Tous ces 70 à 80 000 terminaux Starlink, qui n'ont pas encore été découverts par le régime iranien, sont reliés à des groupes d'opposition qui vont maintenant sortir de l'ombre, car on leur dit que c'est le moment décisif. Les villes iraniennes brûleront. D'autres avions militaires empêcheront l'Iran de mobiliser ses forces de sécurité. Et nous assisterons à l'effondrement du régime iranien, la fin de la République islamique, en l'espace de quelques semaines. C'est la vision occidentale de la situation. C'est une vision très réaliste, pas du tout irréaliste. Combien de personnes pensaient qu'un seul raid de la Delta Force pourrait provoquer l'effondrement du Venezuela? Pas beaucoup. Combien avaient prédit la chute de Bachar el-Assad, de la manière dont elle s'est produite? Pas beaucoup non plus. Il y a donc aujourd'hui beaucoup de gens qui affirment que, puisque la République islamique existe depuis 47 ans et a résisté aux tentatives américaines de la renverser, cela n'arrivera tout simplement pas. Je dirais que le gouvernement iranien représente actuellement la plus grande vulnérabilité, car les États-Unis, pour la première fois, sont disposés à employer la force nécessaire pour atteindre un résultat. Il n'y a toutefois aucune garantie de succès. Les Iraniens sont très résilients, très ingénieux. Et vous savez ce que je crains, c'est que même si nous parvenons à incendier des villes iraniennes, le peuple iranien ne soit pas forcément favorable à cette destitution et qu'il puisse soutenir la répression brutale du gouvernement contre ces puissances extérieures. Aucun citoyen iranien ordinaire ne soutient les moudjahidines du peuple. Aucun citoyen iranien ordinaire ne soutient la monarchie. Ils ne soutiennent pas non plus l'armée de libération du Baloutchistan. Ils ne soutiennent pas le PJAK. Ils ne soutiennent aucun de ces mouvements séparatistes. Ils soutiennent un Iran unifié. Et donc je crois, ils soutiendront la répression menée par le gouvernement iranien. Je ne pense pas non plus que même si nous tuons Ali Khamenei, ce qui arrivera probablement, nous devrions oublier que la République islamique est une république constitutionnelle et qu'il existe des règles de succession. Il y a une assemblée des experts qui a déjà choisi le prochain guide suprême et qui est allé trop loin dans cette voie. Nous n'éliminerons jamais le guide suprême, car le guide suprême n'est pas une personne, c'est une fonction, un statut. Elle sera pourvue parce que c'est ce qu'exige la République islamique. Nous ne respectons pas le fait que le Parlement soit élu par le peuple iranien de manière démocratique. Il en va de même pour la présidence, et il existe des lignes de succession prévues par la Constitution. Vous voyez, nous avons tendance à considérer cela comme la destitution d'un autocrate, un régime du type Nicolás Maduro, un régime du type Bachar el-Assad, et nous ne comprenons pas que la République islamique est bel et bien une république constitutionnelle fondée sur des principes démocratiques, acceptés et adoptés par la grande majorité du peuple iranien. Par conséquent, la République islamique ne s'effondrera pas comme un château de cartes. Ce à quoi nous aboutirons, c'est une région en flammes, une économie mondiale en ruine et les États-Unis piégés dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Voilà, selon moi, où cela nous mènerait. Quel est le degré de vulnérabilité des actifs militaires américains dans la région, dans le Golfe Persique, en Irak et ailleurs?
Look, Écoutez, j'ai servi dans l'armée pendant un certain temps. Je n'y suis plus, mais je suis vétéran et j'ai opéré à des niveaux très élevés. C'est-à-dire que j'ai participé à la prise de décision au niveau de l'armée et au niveau national. Les États-Unis ne vont pas simplement rester là à se laisser frapper par l'Iran, d'accord? Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dégâts, mais nous prendrons des mesures destinées à empêcher l'Iran de causer les dommages qu'il souhaite infliger. C'est pourquoi le seul espoir de l'Iran est une attaque préventive. Si l'Iran permet aux États-Unis d'amener dans la région les forces que nous jugeons nécessaires pour mener une opération majeure et existentielle à l'intérieur de l'Iran, cela signifie que nous avons un plan. Aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. L'ennemi a toujours son mot à dire, et l'Iran aura son mot à dire. Mais nous avons mis en place un plan conçu pour minimiser les pertes américaines. Et je crois que ce plan repose sur notre application préventive d'une force écrasante. Si nous attaquons l'Iran, ce sera quelque chose que l'Iran n'aura jamais connu dans son histoire. Même en juin 2025, le niveau de violence soutenu sera hors norme. Je pense que c'est le plan américain. Déséquilibrer les Iraniens dès le départ, puis maintenir cette pression. Nous déployons une capacité militaire durable. Si nous réussissons à neutraliser la capacité de riposte de l'Iran par missiles balistiques, alors nous pourrons maintenir la situation. L'Iran, bien sûr, a aussi un plan. Je pense qu'ils se demandent que peut-on faire contre nous. Et vous savez, si leur plan est meilleur que le nôtre, alors ils nous infligeront des dommages. C'est pourquoi je dis que la meilleure option est d'éviter la guerre, tout simplement. Car je ne pense pas que quiconque sortira vainqueur de cette guerre. Je pense que cette guerre ne fera qu'entraîner la dévastation de l'Iran, la dévastation de la région, l'embarras des États-Unis et la dévastation des États-Unis aussi. Parce que vous savez, notre économie est fragile. L'une des raisons pour lesquelles nous menons une politique étrangère aussi agressive est la fragilité de l'économie américaine. Une économie liée à un ordre international fondé sur des règles qui a échoué et à la nécessité de remplacer ce système par quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau exige, par exemple, une sécurité énergétique à l'échelle mondiale. Or, un conflit régional avec l'Iran dévasterait la sécurité énergétique mondiale en éliminant pratiquement la capacité d'une région riche en énergie à produire et à livrer cette énergie sur le marché. Une dernière question sur l'Iran avant d'aborder le dossier États-Unis-Russie. Quelle est la force motrice derrière cette doctrine de politique étrangère américaine à l'égard de l'Iran? Favoriser l'effondrement du gouvernement plutôt qu'un règlement négocié. Il existe une thèse appelée le lobby israélien, qui affirme que cette politique est principalement dictée par Israël, lequel ne veut pas de l'Iran en raison de son rôle en Palestine. D'autres soutiennent qu'il s'agit aussi de l'intérêt stratégique propre à l'Empire américain en Asie occidentale. Quelles sont, selon vous, les motivations qui orientent la politique étrangère des États-Unis envers l'Iran? Eh bien, il ne fait aucun doute qu'Israël joue un rôle très important dans cette affaire et que la position intransigeante adoptée par Israël est reflétée par les États-Unis. Vous savez, il y a aussi, comme vous l'avez mentionné, le fait que les États-Unis doivent se prémunir contre leurs concurrents mondiaux et que si nous ne pouvons pas contrôler l'Iran, car l'Iran est un grand pays doté d'un fort potentiel économique, notamment dans le domaine de l'énergie, alors nous devons éliminer l'Iran en tant que concurrent. Ces deux aspects, cependant, sont des ensembles de problèmes politiques qui pourraient être gérés si nous cherchions réellement une solution.
Ce qui empêche les États-Unis de chercher rationnellement une solution, c'est la prise de l'ambassade américaine par l'Iran. Le monde a peut-être oublié cet épisode. Pas nous, et nous ne pardonnerons jamais, jamais, jamais. L'autre chose, c'est le rôle de l'Iran dans l'attentat contre la caserne des Marines à Beyrouth. Le monde a peut-être oublié cela aussi. Pas nous. Maintenant, certains diront, ce n'est pas juste, Scott. Les États-Unis ont abattu un avion de ligne iranien. Nous nous en moquons. Vous croyez que nous nous soucions des vies iraniennes? Vous pensez que nous versons des larmes pour des civils iraniens morts? Non. Bon sang. Madeleine Albright a dit que 500 000 enfants irakiens étaient un prix que nous étions prêts à payer. Nous ne nous soucions pas de la vie des autres. Nous nous soucions de la nôtre. Et je ne dis pas que c'est justifié. Je te dis que l'Amérique est infectée par un état d'esprit de haine lié à ces deux événements. Et maintenant nous en ajoutons un troisième, parce que nous avons ce nouveau récit selon lequel l'Iran serait responsable de la mort de 600 à 800 Américains dans le sud de l'Irak pendant la guerre, l'occupation américaine de l'Irak. Nous ignorons le fait que nous avons envahi l'Irak illégalement, occupé l'Irak illégalement, et que tout ce que faisait l'Iran, c'était soutenir une résistance chiite locale contre un occupant américain. Non, vous avez tué 600 à 800 soldats américains, et nous ne vous le pardonnerons jamais. C'est pour cela que nous avons assassiné Qassem Soleimani, principalement à cause de son rôle dans ces actions. C'est une maladie qui a contaminé l'Amérique, une iranophobie. Et tant que cette maladie ne sera pas guérie, il sera difficile pour les politiciens de proposer des solutions politiques rationnelles à ces problèmes complexes. Car comme je l'ai dit plus tôt, aucun homme politique américain ne gagnera une élection en disant que l'Amérique devrait être l'égale du reste du monde. Aucun homme politique américain ne gagnera une élection en disant que l'Amérique devrait oublier ce qui s'est passé avec l'ambassade des États-Unis, avec les casernes des Marines ou dans le sud de l'Irak. C'est tout simplement une position politiquement intenable. Ce sont donc là des obstacles majeurs à toute solution politique possible à un problème très difficile. Je voulais conclure en abordant les relations entre les États-Unis et la Russie, car c'est un domaine où nous avons vu la propagande occidentale la plus efficace, surtout si on la compare à la situation en Palestine ou ailleurs, où Internet a réussi à percer une grande partie de ce récit. La Russie a bien sûr gagné du terrain sur le terrain. Tout cela a conduit lentement mais sûrement au sommet d'Alaska, que beaucoup ont interprété comme le moment où les États-Unis ont été contraints d'accepter la Russie comme un partenaire égal, que cela soit vrai ou non. Depuis, les choses semblent évoluer lentement. Certains disent en arrière, d'autres en avant. Je me demande, quelle est votre lecture de la direction que prennent actuellement les relations entre les États-Unis et la Russie? Tu sais, c'est intéressant de voir à quel point nous sommes prêts à accorder du crédit aux États-Unis pour leur diplomatie avec la Russie, alors que nous reconnaissons que les États-Unis sont incapables d'être diplomatiques ailleurs. Un léopard ne change pas ses taches, un tigre ne change pas ses rayures. Les États-Unis ne sont un partenaire diplomatique légitime pour personne. Et c'est la leçon que la Russie est en train d'apprendre. L'Alaska n'était pas une question de concession des États-Unis à la Russie. Les Russes ont reconnu que l'Alaska concernait les importantes concessions faites par la Russie aux États-Unis, dans la croyance que les États-Unis étaient réellement intéressés par une issue diplomatique. C'est la Russie qui a fait des concessions douloureuses. Ils ne les ont pas précisées, mais il y a eu quelques allusions à, vous savez, en échange du retour complet du Donbass à la Russie,
la Russie gèlerait la ligne de contact à Kherson et à Zaporizhia, ce qui serait constitutionnellement très difficile à faire accepter par un dirigeant russe. Mais vous savez, l'objectif était qu'ils croyaient que les États-Unis étaient sérieux dans leur volonté de mettre fin à ce conflit et d'améliorer les relations avec la Russie, ce qui pourrait conduire à des retombées économiques positives. Cependant, dès que le sommet d'Alaska a eu lieu, les États-Unis, au lieu de s'appuyer sur ce que la Russie avait fait, ces concessions que la Russie avait accordées, ont sapé ces concessions en cherchant à les renégocier avec les Européens et avec Zelensky. Et les Russes ont dit, « Vous n'êtes pas sérieux, nous vous avons fait des concessions. Votre rôle était de les accepter et d'en faire une réalité. » Mais au lieu de cela, les États-Unis ont fait traîner les choses, l'ont sapé, et cela a montré aux Russes que les États-Unis n'agissaient pas de bonne foi. Et si l'on ajoute à cela le fait que la CIA est désormais activement impliquée dans le soutien aux frappes de l'Ukraine contre les infrastructures énergétiques stratégiques de la Russie, des frappes visant la direction russe, on comprend la gravité de la situation. 91 drones, guidés par des renseignements fournis par la CIA, ont été utilisés pour attaquer la résidence du président russe alors qu'il était en communication avec le président américain. Je pense que la Russie a pris conscience du fait que les États-Unis ne prennent rien au sérieux. Et le dernier obstacle que la Russie doit surmonter avant de reconnaître que les États-Unis ne sont absolument pas dignes de confiance, c'est qu'elle doit comprendre que cette promesse d'une lumière économique au bout du tunnel n'est en réalité qu'un train qui arrive en sens inverse. Que les États-Unis n'ont aucune intention de s'engager avec la Russie en tant que partenaire. L'ensemble du principe de l'engagement économique américain avec la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique repose sur la domination américaine du marché russe, le contrôle américain de ce marché, et en somme sur notre insertion dans la société russe d'une manière qui nous permet de la manipuler et de renverser une forme de gouvernement que nous ne soutenons pas, la Russie forte que Vladimir Poutine a créée. Nous considérons cela comme un concurrent. Et comme je l'ai dit plus tôt, nous ne tolérons aucun concurrent. Nous voulons faire s'effondrer le régime de Vladimir Poutine. Nous envisageons donc une approche indirecte. Encore une fois, je prends l'exemple du Venezuela. Le rôle qu'Internet joue dans l'influence des esprits russes, la création d'une cinquième colonne, la semence du doute et la diffusion de récits alternatifs, etc. En combinant cela avec le potentiel d'une générosité économique, on crée désormais une fenêtre de vulnérabilité propice à l'exploitation des élites politiques russes, comme cela s'est produit au Venezuela et se produit actuellement en Iran, où nous promettons de les acheter en échange de leur neutralité ou de leur soutien actif à des activités anti-régime. Je pense donc que la Russie, vous savez, prend conscience de cette réalité. Mais le fait est que les États-Unis ne sont pas sérieux quant à une issue diplomatique avec la Russie tant qu'ils ne se détachent pas fondamentalement de leur politique passée. Par exemple, la politique des États-Unis depuis des décennies consiste à vaincre stratégiquement la Russie. L'administration Trump ne s'est pas écartée de cette politique. Elle dissimule simplement cet objectif ultime derrière les fausses promesses de Steve Witkoff et Jared Kushner. Et les armes occidentales continuent-elles d'être envoyées en Ukraine au-delà des réseaux de renseignement? Oui, il y a encore des armes occidentales qui entrent en Ukraine. Elles sont détruites. Je veux dire, cette idée que la Russie subit des milliers de morts par semaine est tout simplement absurde. La Russie domine sur le champ de bataille. Elle mène une guerre d'usure qui est à sens unique en termes d'ampleur et de pertes. Et en fin de compte, la Russie atteindra ses buts et objectifs par des moyens militaires. C'est la réalité.
c'est une tragédie pour l'Ukraine. C'est une tragédie pour la Russie. Mais c'est simplement la réalité. Je ne peux pas dire que c'est une tragédie pour l'Europe, car j'ai du mal à éprouver de la sympathie pour l'Europe, compte tenu de ce qu'elle fait. C'est une blessure auto-infligée. On ne se tire pas une balle dans le pied pour ensuite venir se plaindre que le pied fait mal. C'est toi qui l'as provoqué. Donc je ne considère pas cela comme une tragédie pour l'Europe, mais plutôt comme une tragédie pour le monde, la manière dont l'Europe s'est laissée aller. Tu sais, encore une fois, tu viens d'une autre partie du monde. Peut-être que tu ne tiens pas l'Europe en aussi haute estime que moi, mais tu sais, mes ancêtres sont européens. Et je regarde l'histoire à travers un prisme européen, d'un point de vue eurocentré. Et c'est un endroit que la plupart des Américains considéraient autrefois comme le berceau de la culture moderne, du développement intellectuel, du progrès scientifique. Voir l'Europe se dégrader ainsi, sombrer dans un chaos et une anarchie immense, sans aucune boussole morale, est très triste. Mais je n'ai pas de compassion pour les Européens, car ils se sont infligés cela eux-mêmes. On va s'arrêter là, Scott. Merci beaucoup pour ton temps. Ravi de te revoir. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Hit the subscribe button.